Le meilleur moyen de trouver le job qui te correspond, déjà, c'est d'être toi-même. Les soft skills, c'est des compétences qui vont être recherchées chez les candidats par les recruteurs et du coup que les candidats peuvent travailler et développer. Ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont celles, toi, que tu maîtrises le plus, tu vois. La différence de capacité, d'efficacité, elle peut être de 1 à 100. Le recruteur, son rôle, en fait, c'est de réduire le risque. On parle de compétences du futur quand on parle des soft skills. Le pari qu'on fait, et que je fais personnellement, c'est que ces soft skills, elles vont devenir de plus en plus cruciales. Et donc, les questions qu'il va poser, le recruteur, à chaque fois, ce sont les mêmes. Le conseil que je donnerai aux candidats... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode. Déjà 3 épisodes, David. Et là, cet épisode, c'est le recrutement en 2024. Donc, on va venir vous donner des conseils. On va venir aussi vérifier une chose. Est-ce que c'est bien de tourner un épisode de podcast juste après avoir mangé? Je sais pas. Mais on est quand même en pleine forme. Vous inquiétez pas pour ça. Du coup, je te propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. 2024, on y arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour les candidats en 2024? Quelles vont être les tendances du marché? Toi, tu décryptes quoi dans ton analyse, dans ce que tu as pu déjà échanger avec des RH et d'autres entreprises? En fait, très clairement, pour moi, il y a 2 grandes tendances qui se dégagent. La première, et qu'on a pu observer déjà depuis quelques années, c'est la montée en puissance des soft skills. Donc il y a 10 ans, on n'en entendait pas trop parler. Depuis ces dernières années là, tout le monde parle de recrutement sur les soft skills, de leur importance. On parle de compétences du futur quand on parle des soft skills. En tout cas, le pari qu'on fait et que je fais personnellement, c'est que ces soft skills, elles vont devenir de plus en plus cruciales, à la fois pour les recruteurs qui cherchent à recruter des collaborateurs, des personnes qui vont être toujours plus créatives, plus adaptables, plus résilientes, avec du leadership, de la capacité à collaborer, mais également de plus en plus, de manière concomitante, toujours plus importante pour les candidats, parce que si c'est ce que recherchent les entreprises, il y a intérêt à ce que tu les présentes de l'autre côté. Exactement. Okay. Et la deuxième grande tendance, je pense, c'est la montée en puissance également de l'IA. C'est-à-dire qu'on voit bien depuis novembre 2022, en fait, l'IA, littéralement, est partout. On parle de ChatGPT, mais c'est aussi Midjourney, c'est aussi d'autres outils qui existent. Et je pense que en 2024, si t'as pas la capacité à augmenter ton travail, ton efficacité au travers, grâce à l'IA, ça risque d'être compliqué également. Ouais. Quand tu parles des soft skills, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que tu veux dire par soft skills en fait? Alors en fait, on parle de soft skills en opposition aux hard skills. Les hard skills, ça va être les compétences techniques. Okay. Donc tout ce qui implique un savoir-faire en particulier. Manipuler Excel, manipuler Word, des choses comme ça, très techniques. De l'autre côté, tu as les soft skills qui sont les compétences comportementales. Et ce qu'il faut bien comprendre dans les compétences comportementales, en gros, tu vas avoir la gestion de tes émotions, ça peut être comment tu vas créer des relations avec les autres, ça peut être ta créativité, ton leadership, ce genre de choses. Et les soft skills, elles s'originent dans 3 facteurs clés. En 1, tu vas avoir les capacités, ce qu'on appelle cognitives. Okay. C'est-à-dire, dans quelle mesure la personne est capable de manipuler, gérer la complexité, réfléchir de manière un peu complexe. Est-ce qu'elle a une faculté à apprendre? Tu vois, t'as à la fois, on va dire, c'est un peu le processeur, t'as la puissance de ton processeur et la vitesse aussi à laquelle il tourne. Okay. Ensuite, t'as ce qui te motive, tes motivations, ce qui va te mettre en mouvement. Ok, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas tous, on marche pas tous avec, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de relations, d'autres d'organisation, d'autres de rémunération. Donc, 1, ce que je peux faire avec mes capacités cognitives. 2, ce que je veux faire avec mes motivations. Et 3, comment je vais me comporter. D'accord. Donc ça, c'est la personnalité. La personnalité, en gros, c'est hyper important parce que, on parle souvent de colonne vertébrale psychologique. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qui va donner une structure à tes comportements et ce qui va faire que, entre hier, aujourd'hui, demain, après-demain, en gros, tes comportements, ils sont assez cohérents. Et c'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs clés, ce que je peux faire, ce que je veux faire, comment je vais le faire, qui permet d'identifier justement les soft skills des candidats. Ok, merci parce que c'est plus clair, parce que c'est vrai que quand tu parles des soft skills, des fois c'est un petit peu abstrait. Là, je pense que ça va aider tout le monde à mieux se projeter. Donc ça, c'est une des compétences qui va être les plus recherchées en 2024, c'est de bien maîtriser ces soft skills. Absolument. Donc tu dirais que ça, c'est sur les soft skills et l'utilisation de l'IA, c'est des compétences qui vont être recherchées
chez les candidats par les recruteurs et du coup que les candidats doivent travailler et développer. Bah clairement, on voit bien que les soft skills, c'est plus un nice to have, mais c'est véritablement un must have, en tout cas dans de très large catégorie de jobs. Et pour la maîtrise des technologies, des outils liés à l'IA, c'est pareil. En fait, la différence entre quelqu'un qui ne maîtriserait pas ces outils-là et quelqu'un qui les maîtrise, la différence de capacité, d'efficacité, elle peut être de 1 à 100 potentiellement. Tu peux travailler parce que quand tu dis ils vont devoir ça va être un élément important en 2024, les soft skills. Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Qu'est-ce qu'on en fait de ces soft skills? Alors en fait, tu as 2 écoles. Tu as ceux qui vont dire que tu peux développer tes soft skills et ceux qui vont dire que tu peux pas les développer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces soft skills, elles s'ancrent quand même beaucoup dans qui tu es, ta perso. Et la perso, on sait que c'est très très compliqué. En tout cas, à passer 25-30 ans, c'est très compliqué. On est mort, là, du coup. On peut plus changer de En tout cas, ça va être plus compliqué pour nous, en effet. Mais donc, je pense que plutôt que de chercher à les développer, ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont celles, toi, que tu maîtrises le plus, tu vois. C'est-à-dire que t'as les choses, on a chacun des choses qui nous caractérisent. T'as certaines personnes, leur naturel va faire que ils vont être plus créatifs que les autres. D'autres personnes, ça va être peut-être ils vont être plus structurés, avoir davantage de leadership ou avoir une empathie naturelle. Est-ce que tu peux les développer? Tu peux un peu les développer, tu peux acquérir certaines techniques. Mais en fait, je pense que le plus pertinent, c'est plutôt de se dire, essayer d'identifier quels sont justement les soft skills sur lesquels ton naturel t'emmène. C'est-à-dire, si ton naturel, c'est d'être créatif, déjà, ouais, ça vaut le coup de bosser des techniques de créativité pour passer d'un niveau bien à un niveau extraordinaire. Mais tu feras jamais, par exemple, de quelqu'un qui est pas du tout structuré, pas du tout organisé, t'en feras jamais un as de l'organisation. Ce que tu pourras faire, c'est l'aider à acquérir 2-3 techniques pour faire en sorte que son manque d'organisation ne soit plus un handicap, ni pour lui-même, ni pour les autres. Et je me permets de faire un petit peu de promotion. Vous pouvez aller sur assessfirst.com pour passer les tests Assessfirst. Absolument, et accéder à un rapport complet qui va détailler quels sont vos talents, vos points forts, le type de culture qui vous correspond et en tout cas un bilan complet concernant vos soft skills et votre potentiel. Et là, ce qui est bien, au-delà de l'instant promotion, c'est ce que tu disais, c'est apprendre déjà à bien se connaître, c'est déjà une première étape pour pouvoir les utiliser par la suite et les mobiliser. Les outils comme ChatGPT, comment on apprend à les utiliser, comment on apprend à les utiliser? Bon, alors t'as pléthore de formations sur YouTube ou en ligne, peu importe. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'y aller, c'est déjà d'essayer de se familiariser. Alors n'importe qui découvre ChatGPT la première fois, j'imagine, au départ, tu t'en sers un peu comme Google, tu vois. Tu poses une question, mais tu vas pas forcément mettre du contexte, tu vas pas forcément assigner un rôle à ChatGPT. Tu vas avoir des réponses très basiques. Ce qui a fait dire à certaines personnes au départ, qui ont pu le tester, ouais, en fait, c'est pas ouf, quoi. Mais en fait, ce qui est pas ouf, c'est pas ChatGPT en soi, c'est l'utilisation que les personnes en avaient. Okay. En fait, il faut bien comprendre que tu as certaines règles. Par exemple, tu vas demander à ChatGPT d'adopter un rôle. Par exemple, je sais rien, ça peut être considère que tu es un expert du copywriting avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, et ensuite tu vas lui donner un contexte, tu vas lui donner une tâche bien spécifique, et c'est vraiment en ajoutant tous ces éléments de contexte justement que tu vas pouvoir avoir des réponses hyper pertinentes. Et ça, moi je crois vraiment en un truc, c'est trial and error, quoi. Tu testes, t'essayes, et c'est pas parce que tu poses une question tu vas avoir une réponse, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. Bien évidemment, ensuite si jamais la réponse ne te convient pas, tu vas pouvoir expliquer pourquoi elle ne te convient pas, demander d'obtenir des précisions ou d'adopter tel angle spécifique. Tu peux spécifier la cible à laquelle tu souhaites t'adresser, par exemple, si tu demandes de rédiger un truc. Pour bien candidater, il faut aussi savoir comment fonctionnent les recruteurs, mais savoir quels outils ils utilisent. Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques marquantes, tu vois, sur l'année 2023 et maintenant en 2024 qui arrivent chez les recruteurs et que les candidats doivent savoir pour mieux postuler à des jobs? Tu vois, en fait, t'as vraiment ces deux choses-là, dont on a déjà parlé, mais l'importance de plus en plus forte des soft skills, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les recruteurs recherchent ça, et la montée en puissance de l'IA. Alors, dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le quotidien des recruteurs. Aujourd'hui, l'IA est utilisée pour générer des offres d'emploi, pour cibler les candidats qui ont la plus forte probabilité de correspondre à ton persona, pour également évaluer les soft skills des candidats au travers d'outils comme Assessfirst, augmenté à l'IA. Okay. Et donc, tu as toujours les ATS, bien sûr, les logiciels de gestion de candidature, gestion de CV. Et donc, ce qui est important, je pense, pour un candidat, c'est de bien comprendre, OK, ça, ce sont tous les outils, le stack d'outils qui va être utilisé par les recruteurs. Donc, du coup, qu'est-ce que ça implique
Pour moi, Ouais. ça veut dire déjà que quand tu fais ton CV par exemple, forcément oui, tu vas utiliser les mots les mots clés qui sont utilisés dans les offres d'emploi. Tu vas essayer de reprendre vraiment le vocabulaire. Tu vas également parce que tu sais que à un moment donné tes soft skills vont être évalués. Passe de toi-même déjà. Un test, pourquoi pas compléter, justement, on a parlé d'Assessfirst, ça peut en être d'autres, mais en tout cas pour comprendre quels sont les résultats qui vont ressortir. Déjà, ça permet de mieux se connaître, et 2, ça permet aussi d'avoir une petite idée du type d'infos auxquelles les recruteurs vont avoir accès, et bien se dire également que quand un recruteur, par exemple, évalue le potentiel d'un candidat, c'est pas juste pour avoir une évaluation en soi. Il va utiliser les résultats pour ensuite creuser pendant l'entretien. Et donc, les questions qu'il va poser, le recruteur, à chaque fois, ce sont les mêmes. Par exemple, typiquement, quelqu'un a un score élevé en créativité. Le candidat, on va lui poser la question, donne-moi un exemple concret de situation dans laquelle ta créativité t'a permis de faire une différence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entretien structuré, centré sur la recherche de faits ou centré sur les comportements. Et donc, je pense que plus tu es préparé en tant que candidat à ce genre d'exercice, plus tu augmentes tes probabilités que ça se passe plutôt bien à l'échelle de l'entretien. Donc en gros, il y a deux aspects qui doit préparer, si je comprends ce que tu dis. Il y a l'aspect qui est en amont, ça veut dire la phase où il va postuler en fait à sa candidature. Donc là, c'est important qu'il ait un travail de bien choisir les mots-clés qui sont présents dans l'annonce et que ça apparaisse dans son CV, même si on a fait un podcast sur la lettre de motivation, mais éventuellement que ça apparaisse la lettre de motivation si elle est demandée. Et aussi un deuxième aspect qui est le jour J, c'est la préparation de l'entretien. Et savoir que un entretien ça se prépare et que le recruteur il attend des réponses concrètes parce que il doit sélectionner la bonne personne et ça faut pouvoir lui en donner. Carrément. Et on n'a pas parlé d'un truc, mais qui est assez évident aussi, mais c'est travailler vraiment sa marque personnelle, sa présence en ligne, donner de la visibilité à ses accomplissements. Donc aujourd'hui, c'est... Oui, parce qu'un recruteur, ce qu'il fait, la première chose, c'est quand il reçoit un CV, il va sur LinkedIn, j'imagine, ou sur d'autres. Exactement, tu peux. En tout cas. C'est ça, tu vas aller regarder, tu peux éventuellement googler le candidat, tu vas aller faire sur LinkedIn, et c'est sûr que si tu arrives sur le profil de la personne et tu vois que la personne, participe activement à des discussions sur autour de sujets qui sont des sujets cruciaux pour la boîte qui souhaite recruter, ou que la personne met en ligne des exemples de réalisation qu'elle a fait, il y a des liens vers ses projets, ce genre de choses. Ça permet c'est des billes en plus qu'on va donner aux recruteurs pour permettre de se forger un avis sur la candidature. Bon là, du coup, on a vu les outils qui peuvent être utilisés par les recruteurs, ATS, logiciel pour détecter les soft skills, logiciel aussi pour détecter les mots-clés des fois dans des CV, il utilise l'IA, le recruteur. Mais comment il pense le recruteur? Parce que ça, c'est important, à savoir comment il pense pour aussi que le candidat se prépare à cet entretien avec le recruteur qui est quand même une phase qui est importante. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le recruteur, son rôle en fait, c'est de réduire le risque, la prise de risque. Okay. Parce que recruter, c'est prendre un risque à un moment donné. Tu fais un pari sur un candidat, une candidate, et une chance, comme diraient nos amis canadiens. Exactement. Coucou à nos amis canadiens. Et en fait, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et donc le rôle du recruteur, c'est de faire en sorte que la plupart du temps, ça fonctionne en fait. Okay. Et donc il va falloir donner des billes au recruteur, il va falloir l'alimenter, il va falloir lui donner le plus d'éléments de preuve possible qui vont lui faire dire OK, ça va, je fais pas un pari de taré en fait si je mise sur cette personne-là. Donc c'est un petit peu ce qu'on a dit déjà, tu vois, quand tu es dans l'entretien, donner des exemples extrêmement concrets de tes réalisations qui viennent illustrer telle ou telle compétence. Ça peut être technique, ça peut être soft skills. Mettre en avant aussi ces réalisations. C'est-à-dire que si il y a des projets sur lesquels tu es intervenu, si tu as des éléments que tu peux montrer, alors ça peut être, ça peut être un book, ça peut être un portfolio, ça peut être des choses comme ça, des liens vers des sites internet de présentation de ceci ou de cela. En fait, c'est vraiment des choses qu'il faut faire. Ouais. Est-ce que tu crois pas des fois que le recruteur, là on revient sur le recruteur, pas forcément sur le candidat, est-ce que des fois il a pas trop de peur, tu vois, parce que des fois il va vérifier beaucoup de choses, l'expérience, les diplômes, on demande jusqu'à 10 années d'expérience des fois pour des jobs qui en nécessitent pas, ou même des fois tu vois les gens vont demander 4 ans d'expérience sur ChatGPT alors que ça fait même pas 4 ans que c'est sorti, tu vois, ça arrive souvent sur des technologies IT, tu vois, ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi il y a cette peur là, mais à un moment donné il faut quand même que sachant c'est peut-être d'autres profils qui pourraient correspondre sans avoir toutes les cases cochées parfaitement. Ouais, complètement. En fait, je pense que mais ça, le marché va clairement dans ce sens-là. C'est-à-dire que comme tu le dis, il y a plein de nouvelles compétences qui émergent, il y a plein de nouveaux jobs qui sont créés.
À un moment donné, en effet, on peut pas demander 5 ans d'expérience dans un job qui existe depuis 2 ans. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si on voit de plus en plus bien cette montée en puissance des soft skills, c'est exactement à cause de ça. On est dans un monde aujourd'hui qui évolue de plus en plus rapidement, de plus en plus. C'est-à-dire que la nature du monde dans lequel on est n'est plus la même que celle dans lequel on vivait il y a 5 ou 10 ans. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui compte désormais, ça va être la capacité des personnes à s'adapter, à faire preuve de résilience, à trouver des solutions créatives pour résoudre des problèmes nouveaux. Okay. Et ça, c'est pas dans les expériences précédentes ou dans les écoles par lesquelles tu es passé que tu vas pouvoir le voir. En tout cas, ça c'est un message plus aux recruteurs. Mais arrêtez de rechercher un candidat qui a coché les 50 cases et miser sur le potentiel, clairement. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les candidats là aujourd'hui qui pourraient mettre en place pour 2024 ? Je pense que le conseil premier que je leur donnerais, c'est vraiment de nourrir un mindset d'apprentissage continuel, tu vois, okay. De se dire, enfin, autant il y a quelques années, il y a, par exemple, il y a cette fameuse étude qui dit qu'en 1983, en fait, quand tu avais une compétence, tu pouvais l'utiliser pendant 30 ans, à peu près, tu vois, elle restait pertinente 30 ans. Aujourd'hui, en 2024, une compétence, ça dure 3 ans en moyenne. Okay. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura nécessité de se réinventer 10 fois plus que ce qu'il fallait faire auparavant. Donc, on n'est plus dans un monde où tu sortais de l'école, t'acquérais quelques compétences et t'étais bon, t'étais tranquille pour le restant de tes jours. Là, en fait, il faut être sans cesse dans un mindset c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Okay. C'est dire, voilà, continuer à se développer, continuer à apprendre, se renouveler, être en capacité parfois à désapprendre aussi certaines compétences. C'est pas facile de se dire quelque chose que je faisais bien, qui marchait bien il y a 3 ans et puis maintenant c'est plus la bonne chose à faire. Ça, c'est difficile pour l'être humain de se remettre. Ouais, clairement, c'est compliqué et puis ça te met dans une situation aussi, c'est une situation inconfortable et ça veut dire aussi qu'il faut accepter l'incertitude. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ce qui m'a permis d'arriver ici aujourd'hui qui me permettra d'aller là-bas. Alors ici, je sais pas, mais je sais pas si j'ai les mêmes chaussures que je serai dans 3 ans, tu vois. Mais ouais, en fait, toujours être avec ce mindset de se dire, on continue à apprendre, on continue à progresser et on n'hésite pas à changer ses références, en fait. Moi, je me demandais quand même, parce que là, on assiste quand même à un grand changement avec ChatGPT, etc. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut assister aussi au fait que les candidats automatisent toute la manière qu'ils ont de postuler ? Ça veut dire que le CV se modifie en fonction de ce à quoi tu postules, que les lettres de motivation, de toute façon, elles sont déjà générées pratiquement automatiquement avec ChatGPT, mais d'automatiser le marché, du coup, un risque de saturer éventuellement l'ensemble des recruteurs. Ouais, ça c'est quelque chose qui se passe d'ores et déjà, okay. Notamment sur le marché UK, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui permettent, quand tu es candidat, tu mets le lien vers l'offre d'emploi et automatiquement tu uploads ton CV et automatiquement ça va reformater ton CV, ça va re-rédiger ton CV de manière à maximiser ta probabilité de passer le filtre du logiciel de gestion de CV. C'est-à-dire, en gros, c'est OK, ici j'ai une offre d'emploi, ici j'ai ton CV, bam, je réorganise tout pour le faire coller au maximum. Okay. Mais t'imagines, en fait, on va arriver dans une situation où il va être facile de postuler tu vas pouvoir postuler à 300 jobs en moins de 30 secondes. Okay. Et donc du coup, ça pose une autre problématique pour les recruteurs, c'est-à-dire que du coup, si tu ne peux plus t'appuyer sur le CV parce qu'en gros, à chaque fois, il va être adapté, c'est même plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. En fait, sur quoi tu te bases ? Et je pense aussi que c'est pour ça que de plus en plus, l'évaluation des soft skills va prendre de l'importance et que ça va être l'un des critères premiers qui va être pris en compte par les recruteurs, en tout cas pour faire la première sélection. Là, par contre, pour les candidats, il y a un risque aussi de concurrence exacerbée. Ça veut dire que si tout le monde peut postuler à plein de jobs, ça va être encore plus concurrentiel. Comment faire pour se démarquer ? Ça va être plutôt du côté recruteur ou du côté candidat de trouver des solutions ? Le meilleur moyen de trouver le job qui te correspond, déjà, c'est d'être toi-même dans le cadre du processus de recrutement, tu vois. Okay. Parce que est-ce que ça a du sens à utiliser toutes ces technos pour te dire OK, je peux postuler à 300 jobs en 30 secondes ? Ça n'a aucun sens. C'est quoi le sens de, tu vois, essayer de tweaker le système pour systématiquement arriver devant un recruteur et ensuite tu vas faire quoi ? Tu vas essayer de jouer un rôle pendant 30 minutes, 40 minutes, te retrouver dans un job dans lequel tu vas pas forcément cartonner, qui va pas forcément te correspondre. Donc moi, le conseil que je donnerais aux candidats, c'est vraiment
en fait, de miser sur ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire eux-mêmes, en fait. Et c'est de valoriser leur singularité et au maximum en faisant preuve d'authenticité, que ce soit dans la façon dont ils se regardent ou la façon dont ils parlent d'eux en entretien, eh bien, de maximiser leurs chances de trouver un job qui va correspondre à qui ils sont réellement, tout simplement. Ouais. Si on veut faire un petit résumé là de ce podcast pour le candidat, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire de travailler sur son personal branding. Ouais. Enfin, lui, ses réseaux sociaux, que ça soit propre, parce que le recruteur va directement aller le voir là-dessus. De bien travailler son CV, les mots-clés. Ouais. De bien se connaître. Bien se connaître, essentiel. Avant même le personal branding, tu vois. Pour moi, ça serait vraiment l'étape numéro 1. Et à partir de là, tu vas construire ton personal branding et communiquer. Ouais. Le 4e point, c'est la maîtrise de son entretien. Complètement. La maîtrise de l'entretien. Toujours se préparer pendant l'entretien à donner des exemples vraiment très concrets qui illustrent ce que tu vas raconter. Si tu dis que tu es persuasif, si tu dis que tu es perfectionniste, que tu es créatif, whatever, en fait, expliquer comment concrètement ces qualités elles se sont manifestées auparavant. Très bien, merci à tous. On espère que grâce à ces conseils de David et puis un petit peu grâce à moi, vous pourrez trouver le job de vos rêves prochainement. Et on vous dit à très vite. À très vite.